l'Allemagne qui pourrait de nouveau recourir à l'énergie nucléaire, des tensions à la frontière entre la Serbie et le Kosovo, ou encore l'immigration qui fait à nouveau débat en Italie. Bienvenue dans cette revue d'actualité européenne du vieux continent. Et notre premier thème de la semaine concerne l'immigration et plus précisément l'Italie, qui s'est retrouvée sous le choc lundi dernier après qu'un migrant d'origine nigérienne ait été battu à mort en pleine rue, dans une rue commerçante très fréquentée de Civitanova, une ville côtière qui se situe dans la région des Marches. Pour vous expliquer concrètement ce qui s'est passé, le Nigérian Alika Ogorchukwu vendait des marchandises dans la rue et aurait demandé de l'argent à l'agresseur, qui en serait alors venu aux mains. D'après la police italienne, le caractère raciste de l'attaque n'est pas établi. Suite à ce crime, de nombreux leaders politiques de tous bords ont pris la parole. Matteo Salvini, qui est le chef du parti d'extrême droite de la Ligue du Nord, s'est également exprimé à travers un tweet dans lequel il a déclaré, je cite, « On ne peut mourir comme cela ». Il a ensuite adressé toutes ses condoléances à la famille d'Alika et a ajouté que la sécurité ne devait pas avoir de couleur en Italie. L'autre actualité concernant l'immigration, elle regarde également l'Italie. 438 migrants, dont plus de 100 mineurs, ont débarqué à Tarente dans le sud du pays samedi dernier, après avoir été sauvés par le navire de l'ONG allemande Sea-Watch 3. Mais ce n'est pas la seule nouvelle arrivée sur le sol italien, puisque des centaines de personnes ont également débarqué dans des ports de Sicile, et plus d'une centaine sur l'île de Lampedusa dimanche dernier. Et selon les médias italiens, l'île de Lampedusa serait complètement débordée, l'île ayant une capacité d'accueil d'environ 250 personnes, et on en compterait aujourd'hui plus de 1200. Il faut savoir que depuis le début de l'année 2022, plus de 35 000 migrants sont arrivés en Italie par la mer, un chiffre en constante augmentation, et alors que les élections législatives anticipées se tiennent le 25 septembre prochain, la question de l'accueil des migrants en Italie est désormais plus que jamais au cœur des débats. Il faut également savoir que la route migratoire de la Méditerranée, qui mène donc à l'Italie, est réputée pour être la plus dangereuse du monde. On poursuit cette revue d'actualité européenne par les tensions entre la Serbie et le Kosovo. Alors pour vous remettre rapidement dans le contexte, en 2008, le Kosovo s'était déclaré ouvertement indépendant vis-à-vis de la Serbie, un statut que ne lui reconnaissent pas encore aujourd'hui tous les pays du monde. Et 14 ans après cette prise d'indépendance du Kosovo, les tensions sont reparties de plus belle. Il faut savoir qu'on compte environ 50 000 Serbes qui vivent dans le nord du Kosovo et que ces derniers refusent de reconnaître les institutions du pays. Et concrètement, dimanche dernier, le gouvernement du Kosovo a exigé que les véhicules serbes qui entraient dans son territoire devaient posséder des plaques temporaires du Kosovo et que les personnes qui entrent avec un passeport serbe devront remplir des documents supplémentaires. Cette décision, elle a entraîné des violences dans tout le pays, des coups de feu ont même été entendus. Et face à cette situation, le Kosovo est finalement revenu en arrière en repoussant cette décision au 1er septembre. Cette décision, elle a entraîné un retour au calme, mais ce retour au calme, il n'est que temporaire, puisqu'à partir du 1er septembre, une situation similaire risque de se produire à nouveau. Et on vous tiendra informé dans les prochaines semaines de l'évolution de ces tensions. Le troisième thème de cette revue d'actualité européenne concerne l'Allemagne, et on commence tout d'abord avec son économie. Le deuxième trimestre 2022 a été marqué par une croissance nulle pour les Allemands, et parmi les 4 pays principaux de la zone euro, l'Allemagne est le seul pays dans lequel le PIB a stagné. D'après les principaux journaux du pays, l'Allemagne serait même au bord de la récession, ces médias évoquant la hausse du coût de l'énergie et la menace d'une pénurie de gaz pour expliquer cette mauvaise passe de l'économie allemande, puisque vous le savez peut-être, mais plus de la moitié du gaz consommé en Allemagne provient de Russie. Et pour l'Allemagne, ces chiffres sont d'autant plus préoccupants que c'est le cœur de son modèle économique qui est touché, ce dernier qui était jusque-là fondé sur des approvisionnements en énergie à bas coût. Et pour la première fois depuis 1991 et la réunification du pays, l'Allemagne a davantage importé qu'elle n'a exporté. La deuxième actualité concernant l'Allemagne regarde l'énergie. Le chancelier allemand Olaf Scholz a pour la première fois ouvert la voie au maintien de l'exploitation des centrales nucléaires du pays. Olaf Scholz a en effet déclaré mercredi dernier qu'il pourrait être pertinent de prolonger la durée de vie des 3 dernières centrales nucléaires encore présentes en Allemagne. Actuellement, ces centrales participent à la production de 6% de l'électricité en Allemagne, sauf que leur prolongation divise la coalition gouvernementale. Les Verts y étant sceptiques, le parti social-démocrate, celui du chancelier Olaf Scholz, était jusque-là très réservé sur le sujet, et les libéraux du FDP sont quant à eux très favorables. Cette nouvelle exploitation des centrales nucléaires est également demandée par le principal parti d'opposition, la CDU-CSU, l'ancien parti de la chancelière Angela Merkel. Mais il faut savoir que de manière générale, les Allemands demeurent très hostiles au nucléaire. L'explosion de la centrale nucléaire de Fukushima en 2011, suite au tsunami qui avait touché le Japon à cette époque-là, avait entraîné la chancelière allemande de l'époque Angela Merkel à construire un plan visant à ce que le pays ne soit plus du tout dépendant de cette énergie d'ici 2022. Affaire à suivre dans les prochaines semaines, on vous tiendra au courant dès qu'il y a du nouveau. Après l'Allemagne, direction les montagnes et plus précisément les Alpes, où les vagues de chaleur et de sécheresse se sont multipliées cette semaine et rendent désormais certains itinéraires de montagne très dangereux. En raison des crevasses et des nombreux éboulements, de nombreux voyageurs ont donc dû renoncer à leur séjour dans les massifs alpins. Le massif des Écrins, qui culmine à plus de 4100 mètres d'altitude, subit de plein fouet la sécheresse et les canicules exceptionnelles de cette année. Le massif est particulièrement vulnérable au dérèglement climatique, la moitié des glaciers ont déjà disparu. Pour vous donner un exemple, le glacier blanc a depuis 35 ans reculé de plus d'1 kilomètre et sur un siècle, on estime que la perte de masse annuelle des glaciers a été multipliée par 10. Ce massif, qui a la particularité de se réchauffer de manière plus rapide
que la moyenne française, devient également plus dangereux. Il faut savoir que le département des Hautes-Alpes ont enregistré en juillet dernier la plus haute vague de chaleur jamais enregistrée dans le département. Les alpinistes amateurs qui continuent tout de même de s'y rendre ont en plus tous en tête l'effondrement de celui de la Marmella dans les Dolomites italiennes, qui a entraîné la mort de 11 personnes début juillet, au lendemain d'un record de chaleur au sommet. On termine cette revue d'actualité européenne avec la situation en Ukraine. Un bain de sang a eu lieu samedi dernier dans la prison de Levnica, qui se situe dans une zone occupée par la Russie. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a immédiatement qualifié cet acte de crime de guerre russe. Des explosions ont en effet dévasté un bâtiment de la colonie pénitentiaire, où sont détenus depuis le mois de mai plusieurs centaines de militaires ukrainiens. Et selon les autorités d'occupation russes, qui avaient promis de traduire en justice une partie des prisonniers, l'attaque aurait tué 53 personnes et en aurait blessé 75 autres. Actuellement, Moscou et Kiev se rejettent mutuellement la responsabilité du massacre. Ainsi, dans un bulletin d'information, la chaîne d'État russe Russia 1 a diffusé vendredi matin d'autres images beaucoup moins choquantes de la scène, avec le commentaire suivant: les victimes sont pour l'essentiel des nazis du régiment Azov. La deuxième actualité concernant l'Ukraine vient d'un rapport publié par l'association Amnesty International, et après une enquête de plus de 4 mois sur le territoire ukrainien, l'association en conclut que Kiev, comme Moscou, met en danger la vie des civils. L'ONG reproche notamment à l'armée ukrainienne d'établir ses bases militaires dans des écoles, des hôpitaux et de lancer des attaques depuis des zones peuplées, une tactique qui violerait d'après elle le droit humanitaire international. Mais la publication de ce rapport jeudi, il a immédiatement provoqué la colère du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui s'est exprimé dans la foulée en déclarant que l'invasion que subissait l'Ukraine était injustifiée, évasive et terroriste. Le président ukrainien a profité de cette prise de parole pour également faire part de son intention de nouer des liens avec certains États africains dans le but de contrer l'influence grandissante de la Russie sur ce territoire. La troisième actualité concernant l'Ukraine regarde l'exportation de céréales. On vous en avait parlé la semaine dernière, l'accord trouvé entre la Russie et l'Ukraine permet le retour du commerce de céréales qui était jusque-là paralysé depuis le début du conflit. 3 nouveaux navires ont quitté les ports ukrainiens ce vendredi 5 août et les navires sont désormais tous censés être inspectés. Le Razoni, qui était le premier navire à avoir quitté l'Ukraine, poursuit sa route vers le Liban et devrait arriver à Tripoli aujourd'hui avec plus de 28 000 tonnes de maïs à son bord. On termine cette revue d'actualité européenne par le chiffre de la semaine et il n'est pas très réjouissant. Le taux d'inflation de la zone euro aurait atteint cette semaine les 8,9%. Mais il faut savoir que ce chiffre il est très différent en fonction des États membres. Si on prend par exemple la France, le taux d'inflation y est de 6%, un chiffre conséquent, mais qui reste nettement inférieur à celui enregistré dans certains États baltes. Ainsi, l'Estonie, la Lituanie ou encore la Lettonie ont une inflation qui dépasse pour tous les trois les 20%. En Espagne, elle s'établit à 10,8%, ce qui est un record depuis septembre 1984. Et face à cette situation, de nombreux pays comme l'Italie, l'Angleterre ou encore l'Espagne ont commencé à taxer les super profits des grandes entreprises pétrolières. En France, le gouvernement se refuse pour l'instant à l'instauration d'une telle taxe, en déclarant privilégier le dialogue avec les entreprises. Croyez-vous vraiment que cette nation, qui aujourd'hui a le niveau de prélèvement obligatoire encore parmi les plus élevés des pays développés, a besoin de nouvelles taxes, de nouveaux impôts, de nouveaux prélèvements obligatoires? Ma réponse est non. Et c'est ainsi par exemple que Total a annoncé une ristourne de 30 centimes par litre. En effet, le groupe Total annonce avoir obtenu un bénéfice net de 5,6 milliards d'euros au cours du second semestre 2022. Et cette décision, elle n'a pas manqué d'agiter l'Assemblée nationale cette semaine, d'autant plus que la majorité présidentielle est divisée sur le sujet. Face à cette situation, le débat cette semaine, c'est le suivant. Faut-il taxer les super profits des entreprises qui profitent de la guerre en Ukraine et en France, comme l'ont fait nos voisins européens? On attend vos réponses dans les commentaires. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu, et on se retrouve jeudi pour une nouvelle vidéo.